Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Chantal de la Bibliothèque Jaune. Donc, je vous encourage fortement à aller lui envoyer plein d'amour, à lui écrire bonne fête, à lui souhaiter de passer une superbe journée d'anniversaire. Et moi, pour ce faire, j'ai décidé de réitérer mon concept. Je lis les suggestions de mes collègues booktubers. Au mois de novembre, j'avais lu les suggestions d'Encore une page et aujourd'hui, je vais lire les suggestions de la Bibliothèque Jaune. Cet été, sur Instagram, il y avait un genre de bingo qui passait. Il fallait écrire nos plus grands coups de cœur. Puis là, les autres personnes devaient répondre combien de livres ils avaient lus à travers ces coups de cœur-là. Puis moi, j'avais ramassé ces bingos-là de mes collègues pour éventuellement en faire quelque chose. Je ne savais pas quoi, mais là, voici l'utilité de ce petit concept. J'ai donc choisi, à travers les coups de cœur de Chantal, 3 lectures que j'aimerais faire. Et aujourd'hui, je vais vous faire la critique des 3 livres que j'ai choisis. Si vous connaissez peu Chantal, en fait, elle a surtout une tangente vers la fantasy, la science-fiction, les mangas et les BD. Donc, rapidement comme ça, on peut sembler avoir des goûts diamétralement opposés, mais je pense qu'à quelque part, on a des similitudes en fantasy. En tout cas, je le crois. On n'a pas énormément de lectures qu'on a faites l'une et l'autre, donc c'est difficile à comparer, mais j'ai souvent envie de lire les lectures que Chantal a beaucoup aimées. Par contre, si je me souviens bien, il y a une chose qui nous différencie grandement, c'est que Chantal aime un monde super bien construit, aime que ça prenne quand même son temps, que ça soit très clair, et moi j'aime que ça embraye. Donc, je sais pas ce que ça allait donner. J'ai fait 3 choix, les 3 lectures qui me tentaient le plus, mais pas les plus petites. Et je vous en parle tout de suite. Nous allons commencer avec Extincta, qui est un livre de Victor Dickson. J'ai déjà lu la série Phobos de Victor Dickson en entier. C'est une série que j'avais beaucoup aimée. Donc, lorsque j'ai vu qu'Extincta était sur la liste de Chantal, ben, je n'ai pas hésité. J'avais envie de retrouver la plume de cet auteur. D'ailleurs, Chantal a fait une vidéo à propos d'Extincta et le résumé est magistral. Donc, je vais vraiment faire de mon mieux, mais je suis une grande généraliste et non chirurgicale. Donc, je vous propose d'aller voir la vidéo de Chantal qui parle d'Extincta. Je vais la mettre en barre d'informations parce qu'elle est magnifique. Comme vidéo, c'est vraiment du bonbon, c'est clair, c'est complet et je ne prétends pas du tout que je vais être capable de faire quelque chose de similaire. Avec Maps, on tourne un petit peu plus les coins. Autre chose à propos de cet auteur, quand qu'a vanté mes collègues booktubers, Anne Literarum a fait un live avec Victor Dickson. Ils ont parlé de sa dernière parution qui est Vampiria, mais malgré tout, j'ai trouvé que l'entrevue était super agréable à regarder et Victor Dickson est super intéressant. Donc, je vous propose d'aller écouter ça après ma vidéo. Extincta. Le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existe plus. Il y a eu ce que l'on appelle le grand effondrement et les espèces animales se sont presque toutes éteintes. Il y a eu très peu d'humains qui ont survécu. On les appelle les derniers humains et ils habitent sur les dernières terres. Le monde est vraiment en train de mourir. Le soleil est si chaud qu'il faut se couvrir, qu'il faut avoir des combinaisons particulières pour se protéger. La terre n'est plus fertile. Il n'y a rien qui pousse, ou si peu, que les espèces végétales les plus coriaces. Même chose pour les animaux. Parfois, on voit certaines espèces animales, mais ce sont les plus coriaces, encore une fois. Et il en reste presque plus, c'est un événement, c'est un signe à chaque fois qu'on voit une espèce. Le monde est différemment organisé aussi. Il y a 4 castes. Alors, les différentes castes paient le prix de certaines choses, de différentes choses, afin que la déesse renaisse de la régénération.
Il y a donc les pleurants qui paient de leurs larmes, les saignants qui paient de leur sang, les crachants qui paient de leur salive, et les apex qui sont au top of the world, qui paient pas grand-chose. Mais ils ont des particularités, entre autres leurs yeux couleur améthyste et leurs cheveux. On sait pas trop pourquoi, on connaît pas la cause, on connaît pas la raison, mais ils sont très différents au niveau visuel et donc ils sont comme une classe à part. Rapidement, je vous ai brossé l'univers de science-fiction d'Extincta. Ça commence, le premier chapitre, il nous annonce qu'il reste 255 heures avant l'extinction de l'espèce humaine. Et ce livre-là, c'est un gros compte à rebours jusqu'à la fin où il n'y en restera plus. Donc, il y a quelque chose de vraiment inquiétant parce que tout au long de l'histoire, on se dit que le temps avance, mais les protagonistes ne sont pas au courant que c'est la fin, mais nous, oui. Donc, c'est une course contre la montre. Eux, ils ont leur propre agenda, leur propre vie. Ils essaient de sortir du malheur, de faire un peu mieux, de trouver quelques joies. Mais nous, on panique un peu parce qu'on se demande comment ça va finir, puis c'est bien épeurant. À travers ce livre-là, les deux protagonistes qu'on va suivre en alternance sont Astrea et Oceriane. Astrea désire devenir une pleurante, dédier sa vie, ses paroles, ses larmes à pleurer les espèces disparues. Elle a son frère qui est avec elle, qui travaille fort, son père qui va pas super bien. Elle a toujours été une petite fille assez droite dans sa vie, mais qui travaille fort, qui met de l'énergie dans ce qu'elle fait, puis qui fait du mieux qu'elle peut. Elle se dévoue énormément. Donc pour l'instant, elle est une saignante, mais elle aspire à devenir une pleurante. De l'autre côté, on va suivre Oceriane, qui est un apex, qui a perdu sa jambe il y a plusieurs années, puis ça fait en sorte qu'il est caché. Son père en parle plus, qu'il n'existe plus pour personne. On n'en parle pas, on fait comme s'il n'existe pas. Donc il se sent énormément seul, pas considéré. Il se sent faible aussi, diminué. Puis ça fait des années que c'est comme ça. Tout le monde l'ignore, sa parole vaut rien, lui-même vaut pas grand-chose pour personne. Même pour les personnes auprès de qui il était bien avant, des personnes avec qui il était proche avant cet événement-là. Puis peu importe ce qu'il fait, il n'y a jamais de rédemption. Tout ce qu'il pense qui pourrait aider son père ou le royaume, ça revient tout le temps dessus. Donc, il est comme pas dans une bonne position dans sa vie actuellement. Et dans un concours de circonstances assez aléatoire, Astrea et Oceriane vont se rencontrer. Ils vont comme avoir besoin l'un de l'autre, mais pas d'une manière bienveillante et amicale. Ils vont comme être la monnaie d'échange l'un de l'autre. Et c'est ça qu'on va suivre tout au long du roman, en plus que le temps file rapidement et que dans 255 heures, peu importe, ils sont où, qu'est-ce qui se passe avec eux, c'est la fin pour tout le monde. J'ai commencé ce livre-là, on est dans un univers super complexe avec un vocabulaire différent du nôtre qui nous rappelle certains mots qu'on utilise. Donc c'est pas le charbon, c'est le carbone, c'est pas le méthane, c'est méthana. Donc les mots sont très très proches de ce qu'on connaît, mais malgré tout, ils ne sont pas exactement les mêmes. C'est la même chose pour les espèces, on utilise beaucoup les noms latins aussi pour les nommer, mais on fait référence par la suite au nom français. Mais il y a comme une certaine adaptation à avoir au début du livre et c'est assez rentre-dedans lorsqu'on commence. J'avoue que les premiers chapitres, j'étais comme « Ok, c'est laborieux, je suis vraiment hors de ma zone de confort, ça me demande beaucoup d'énergie pour comprendre les liens de pouvoir, comment ça fonctionne, qui est qui par rapport à qui, qu'est-ce que ça veut dire, ces choses-là. » Donc, je pourrais vous dire que le début va probablement vous sembler ardu, mais éventuellement, il y a vraiment un bon travail de nous faire comprendre l'univers puis de nous le faire devenir facile, mais forcément, le début, je pense que ça va vous déstabiliser. En tout cas, moi, ça m'a déstabilisé.
Un personnage qui m'a permis de rendre ça vraiment plus facile, pour moi, ça a été Astrea. Rapidement, j'ai trouvé ce personnage-là super fort, une femme incroyable, débrouillarde, résiliente, avec autant de douceur que de force. C'est un personnage féminin pour laquelle j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Elle n'est pas nécessairement impulsive, mais elle s'en laisse pas imposer. Puis pour ce qu'elle croit, elle peut aller jusqu'au bout. Mais elle se permet quand même de remettre en question certaines choses. Et même si elle a toujours été, malgré tout, super bien dans cet univers-là qui est oppressant pour la majorité des castes, dès le plus petit instant, lorsqu'elle voit qu'il y a des inégalités, qu'il y a des événements, des choses qui font en sorte que ce n'est pas juste, ben là, comme elle change un peu son fusil d'épaule, puis son processus de réflexion s'amorce et ne fait que continuer à avancer et on avance avec elle au travers de ça. Astrea, c'est un personnage que j'ai adoré du début à la fin. C'est une protagoniste badass comme on en voit rarement. Elle n'a pas besoin de personne pour se protéger et même au contraire, c'est elle qui va prendre en otage un autre personnage dans ce livre-là. Je veux pas vous dire quoi, comment et tout ça, ça arrive assez rapidement aussi, mais pour ce personnage-là, l'histoire au complet vaut la peine. Elle est la porteuse de ce roman-là. De l'autre côté, on a un anti-prince, un anti-héros qui est Ocerian. On le rencontre au début et c'est vraiment comme un homme qui a tout perdu, qui est tout craqué, qui est cassé, qui est faible. Son estime est au plus bas, tout le monde décide pour lui, tout le monde fait pour lui, il vaut pas grand-chose aux yeux des autres, mais à ses yeux aussi, et la petite part de courage que ça va peut-être lui demander de s'enfuir, ça... ça ira zéro comme lui le voulait, et encore une fois, il va être aux prises de pas être celui qui a les rênes de sa destinée, jamais. Peu importe ce qu'il fait, ça va être ça. C'est un personnage, par contre, qui m'a beaucoup travaillé tout au long du livre et je ne pensais pas avoir tant d'affection pour lui jusqu'à la toute fin. Il m'a fait broyer. Littéralement, j'ai cassé en deux. Les derniers chapitres, c'est à cause de ce personnage-là que j'étais sans connaissance, ses mots, toute l'implication, toute la faiblesse qu'on a vue du début, c'est comme transformé en force, mais comme son âme est tellement magnifique. Une grande rédemption pour ce personnage-là, mais deux gros protagonistes là, importants, forts et incroyables. Parlant de l'histoire, un peu aussi de l'écriture, j'avais déjà lu l'écriture de Victor Dixon dans Phobos, puis je l'avais beaucoup aimé. Ce que j'avais retenu de Phobos, c'est que c'était une montagne de rebondissements. Je pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était tout le temps. C'était tout le temps des petites reveals, des révélations. Oh mon Dieu, ok, ça finalement, oh, mais là, tout le temps, c'était des punchs à la seconde. Et en commençant Extincta, je suis restée surprise parce que c'était pas la même ambiance, c'était pas la même game. On est commencé tout doucement à mettre l'univers en place, à bien comprendre la psychologie des personnages, à faire avancer la machine tout doucement. Puis il n'y avait pas de grosses révélations, j'avais pas, tu sais, l'aspect perdre mon souffle rapidement et tout le temps comme c'était arrivé dans Phobos. Donc là, j'étais somme toute très contente de voir qu'on pouvait lire aussi, vivre autre chose avec l'écriture de Victor Dixon. Et au fur et à mesure que le roman avançait, c'était comme une craque. Puis la finale, j'en ai eu pour mon argent. La finale, c'est digne de Phobos, mais avec un attachement au personnage que je n'avais pas vécu. Que là, j'étais complètement là, investie pour eux, en eux. Je marchais avec eux les dernières terres. J'étais avec eux pour les derniers moments de l'espèce humaine. Et
ça a eu vraiment beaucoup d'impact. Donc, en lien avec l'histoire et l'écriture, j'ai été charmée. C'est sûr que, comme je vous disais au tout début de ma vidéo, je suis quelqu'un qui aime ça que ça aille au toast, que ça aille plus vite que plus lentement. Il y a certains moments qu'il y avait comme beaucoup d'explications au milieu. Là, il rencontre quelqu'un qui est comme très savant, qui connaît comment le monde était avant, ce qu'eux ne connaissent pas. Ils sont pas dans la connaissance. Le but de l'oppression, c'est qu'ils en sachent le moins possible. Et là, je voyais qu'on beurrait épais, qu'on en mettait plus que ce que moi je demande, mais ça satisfait d'autres types de personnes, puis ça n'a pas nuit à ma lecture. Ah oui, puis je vous parlais des personnages, des personnages principaux, mais il y a aussi des personnages secondaires vraiment très bien développés. Ils ont chacun leur personnalité, c'est toutes des teintes de gris, tout en nuances, en complexité. Chaque personnage a son propre but et ses propres raisons d'être avec les autres, qui est comme un groupe hétéroclite, mais vu qu'ils ont des objectifs qui vont dans le même sens, même si c'est pas tous la même raison, ça fonctionne, tu sais. Puis il y a une genre de romance qui va embarquer. C'est même pas un triangle, je pense que ça s'appelle un carré. Il y a un personnage qui est, ma foi, très populaire et je comprends pourquoi. Ça aussi, ça rajoute beaucoup à toute cette histoire-là lorsqu'on ajoute des sentiments, des émotions. Ça rend tout ça, le 255 heures, encore plus crève-cœur. Dernière chose dont je voulais vous parler, ce sont les thématiques. Il y en a vraiment beaucoup, on aborde énormément de choses, mais je pense que la principale, c'est l'environnement. On a un portrait super noir de qu'est-ce qui pourrait se passer si on continue à ne pas faire attention à notre terre. Et là, tu sais, tout est nocif pour l'humain, c'est quasi peu viable. On survit de moins en moins vieux, on est malade, on a des maladies, c'est difficile de se nourrir, il n'y a même plus d'animaux. Donc, tu sais, c'est comme vraiment un gros wake-up call par rapport à l'environnement. Il y a aussi un gros réveil à avoir en lien avec la nature des hommes. Tu sais, ça peut sembler comme très cynique, mais en même temps, c'est vrai que l'homme a toujours cette manière de régler les choses du plus fort. Puis encore une fois, dans une société qui est au plus bas, ça va super mal, il y a encore certains hommes et hommes avec un grand H là, qui en profitent, qui utilisent les dernières ressources de la mauvaise façon parce qu'ils ont le pouvoir, puis leur pouvoir, ça leur donne le droit, puis ils se sentent donc bien importants. Jusqu'à la dernière seconde, ça va toujours être cet aspect-là. Puis, my God, ça fait mal, puis ça me fait chenoute, mais en même temps, j'y crois tellement. Ah! Tu sais, c'est juste l'humain est néfaste pour l'humain, pour les autres espèces et pour la Terre. Ça fait franchement mal. Donc, un gros coup de cœur pour ce livre-là. Écoute, pour me faire verser une larme, là, ça en prend déjà pas mal. Ça veut dire que j'étais vraiment investie et juste pour ça, ça vaut là, le coup de cœur. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça, même si ça m'a fait vraiment mal. Définitivement, je vais continuer de lire Victor Dixon, mais ça a été une super bonne lecture pour moi. Par la suite, j'ai enchaîné avec Keisha, le premier tome, L'enfant des trois mondes, d'Elisabeth Camiran. Ce livre-là, on le sait que c'est un des préférés de Chantal de la Bibliothèque Jaune. Donc, je me dis que je ne pouvais pas passer à côté, je devais découvrir l'univers de sa série préférée. Je suis partie de Extincta, qui est YA, Young Adult, de public Young Adult, pour Keisha, qui est aussi considérée Young Adult, mais moi, après avoir lu Extincta, j'avais plutôt l'impression que c'était du jeunesse. On est encore une fois dans un monde totalement différent, séparé en différentes régions, nations. Donc, il y a la mer, il y a la forêt, les montagnes, les plaines, le désert. Et ces gens-là ne se mélangent pas.
Tout simplement, il n'y a pas de mix entre les nations. Les gens restent dans leur monde. Et un point, c'est tout. Et même au-delà de ça, c'est hyper mal vu un enfant de deux mondes. Par contre, c'est ce que Keisha est. C'est pas un spoiler. Le premier chapitre, c'est la rencontre de ses deux parents. Et donc, Keisha n'a pas grandi avec ses parents, ni avec sa mère, ni avec son père. Elle a été élevée par une dame, Espérance, qui recueille les enfants orphelins. Donc, elle a plusieurs frères et sœurs qui ne viennent pas de la même place qu'elle. Elle, actuellement, a été élevée dans les plaines avec Espérance. Espérance a des réponses, sait d'où vient sa mère, a même des objets qu'un jour sa mère aimerait que Keisha reçoive, mais il y a comme le dilemme de quand est-ce que c'est le bon moment d'y donner ça, comment elle va réagir. Et donc elle attend jusqu'à l'âge de 13 ans. Keisha a 13 ans lorsqu'Espérance lui dit la vérité, en fait, lui explique d'où provient sa mère, et donc sa mère, elle venait de la forêt. Keisha n'a jamais été une fille qui était très rebelle, qui était très indépendante, qui avait des désirs de jouer avec les limites, mais cette information-là la bouleverse énormément. C'est comme un coup de poing, ça désoriente un peu tout ce qu'elle avait espéré, tout ce qu'elle avait cru, pas savoir. Tu sais, ça fait en sorte qu'elle pouvait toujours se dire, ben, tu sais, je sais pas, dans le fond, j'ai pas de raison d'aller à la recherche de mes parents, mais là, on dirait que ça lui en donne une. Elle décide de partir comme sur un coup de tête et d'aller à la recherche de sa mère. Commençons avec ça. Le début de Keisha, je l'ai trouvé difficile parce que j'avais de la misère à comprendre la réaction de Keisha. Tu sais, je vous ai mis l'accent sur le fait que des relations entre les deux mondes, c'était vraiment comme impensable, c'est odieux et tout ça, mais j'ai l'impression qu'on met beaucoup l'accent sur ça une fois que Keisha le sait. Nous, on le sait déjà, puis on sait ce que ça implique, mais j'aurais aimé comprendre un petit peu mieux sa réaction avant qu'elle décide de partir. Et oui, c'est sûr qu'avoir une telle information, lorsque tu penses que personne ne sait à propos de tes parents, puis que finalement, il y a une parcelle de données qui existe, ça peut tout chambouler. Mais encore une fois, Keisha, c'est un personnage qui était très dans le cadre, qui fonctionne bien, qui n'a pas de désir, de rébellion, d'impulsivité. Donc j'avais beaucoup de mal à comprendre pourquoi une petite information qui en donnait quand même pas tant ça de plus. T'sais, elle se doutait que ses parents étaient pas des plaines à cause de la couleur de ses yeux, puis de son teint. Donc, j'ai vraiment eu du mal à comprendre pourquoi un enfant de 13 ans, parce que tu sais, c'est quand même pas 17 ans, c'est 13 ans, prend la poudre d'escampette, elle qui n'a jamais essayé de fuguer, elle qui n'a jamais eu de conflit avec ses frères et sœurs adoptifs. Donc, le début, j'ai vraiment eu du mal à y croire. J'avais l'impression qu'on travaillait beaucoup plus sur action, 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 que développement psychologique du personnage. Et pour croire aux actions, j'avais besoin de comprendre le fondement de ses réactions et c'est là que ça m'a fait mal au début. Puis là, elle part dans un grand voyage qui ne sera pas de tout repos, on s'entend. De un, elle ne connaît pas du tout les autres mondes, elle s'en va un peu, tu sais, les yeux cachés, elle a aucune idée de ce qu'elle va rencontrer, de ce qu'elle cherche, de qui elle cherche. C'est vraiment là un coup de tête non réfléchi. Ça va l'amener à être dans le trouble plus d'une fois et à tomber dans des situations vraiment moins plaisantes et moins faciles que sa situation de départ. Moi, je suis pas quelqu'un qui tripe énormément sur découvrir des nouveaux endroits, la géographie, des descriptions de lieux. Donc, tu sais, c'est arrivé une fois au début, c'est arrivé une deuxième fois, c'est arrivé une troisième fois, c'est arrivé une quatrième fois. Donc ça, c'est un élément bien personnel qui me perd un petit peu. Puis oui, il y avait comme des raisons pourquoi on découvrait ces lieux-là, puis il y a comme beaucoup d'intrigues qui vont prendre plus de place, j'imagine, dans les autres tomes. Mais pour moi, dans un premier tome, de se déplacer comme ça, en plus que j'avais de la misère à comprendre Keisha, j'ai trouvé ça
un petit peu plus difficile encore. Malgré tout, j'ai continué à tourner les pages et ça se lisait quand même assez bien. On voit qu'il y a une grande évolution en lien avec la personnalité de Keisha, qui d'ailleurs, vu que j'avais tellement de la misère à la comprendre, m'a semblé très grande, dans le sens, c'est la petite fille rangée qui fait ses affaires au début, devient cette femme-là super badass, sans peur, avec un peu du front tout autour de la tête. Je comprends que ces épreuves-là, toutes les épreuves qu'elle a vécues, l'ont forgée, mais j'aurais aimé ça avoir une petite pointe de ça au début pour me dire que il y avait juste pas eu d'occasion pour qu'elle devienne comme ça. J'ai trouvé juste que le développement était comme très intense. La finale est super intéressante parce qu'il y a des amitiés qui se tissent et il y a un personnage de la fin qui pourrait m'attendrir. Donc, j'ai hâte de voir malgré tout la suite. Peut-être que le volet jeunesse va prendre un petit peu moins de place et qu'on va être un petit peu plus dans un volet young adult. Malgré tout, je sais pas si on va prendre plus de temps pour l'aspect psychologique des personnages. Je le souhaite de tout mon cœur parce que j'aimerais ça mieux la comprendre. Puis il y a d'autres personnages autour d'elle qui sont intéressants et qui pourraient bénéficier qu'on s'y attarde un petit peu plus. Parce que là, on les a vus en surface, mais ça serait intéressant de comprendre un peu plus qui ils sont et la dynamique que ça va créer. Parce que là, on est comme dans la recherche de sa mère depuis le début du livre. Et de ce que je comprends, vu que la série a 3 tomes, c'est pas fini. Dernier point, j'ai beaucoup aimé la séparation de l'univers, tu sais, en 5 mondes très distincts. D'ailleurs, moi, je serais restée dans l'univers des plaines parce que pour l'instant, les autres sont vraiment moins faciles et agréables. En tout cas, chez Espérance, c'était bien fun, c'était doux, la vie allait bien. Donc moi, je serais restée dans les plaines. De ce qu'on a vu du désert, de la mer, c'était pas Jojo. Il y a quand même un élément qui m'a un peu titillé en lien avec les relations entre les hommes et les femmes. J'ai de la difficulté à l'expliquer. C'est pas le premier roman qu'on parle, tu sais, que l'homme a des pulsions envers la femme. Puis même, c'est pas nécessairement ça, mais il y avait beaucoup de commentaires comme quoi, si l'homme il dormait à côté de la femme, il serait peut-être pas capable de se contrôler. Ou tu sais, c'est correct qu'ils soient un à côté de l'autre parce que c'est des enfants. Je sais pas trop comment c'était formulé. J'ai pas l'impression que ce que j'en ai retiré, c'était l'effet escompté. Je pense que c'était plus dans le but d'en avoir une réflexion, mais j'avais l'impression que ça faisait juste cogner le clou qu'on devrait avoir peur de ces situations-là, qu'on devrait éviter de se retrouver dans des situations comme ça. Donc sur le coup, ça m'a comme un peu chicoté. Donc ça fait le tour pour mon appréciation pour Keisha, à suivre pour le reste. Et finalement, ma dernière lecture pour ce concept, c'est Shade of Magic de V.E. Schwab. J'ai reçu ce livre-là lorsque j'ai fait le swap avec Max Booking. Donc, ce livre m'appartient. J'ai pu finalement lire un livre de ma bibliothèque. Ah là là. Donc, c'est aussi mon premier V.E. Schwab. J'étais assez intéressée d'en connaître un peu sur cette autrice-là parce que je ne l'avais jamais lue et elle est, ma foi, assez populaire. Donc, j'étais contente de pouvoir rejoindre ces deux événements-là. Donc, lire les lectures préférées de Chantal et aussi lire ma bibliothèque et aussi découvrir V.E. Schwab. Donc, dans ce livre, nous allons découvrir 4 Londres différents. Et moi qui ai toujours rêvé de découvrir Londres, qui voulait faire ça en 2021, ben en tout cas, au moins, j'étais contente de découvrir Londres avec ce livre-là. Ce qu'ils ont de différent, les 4 Londres, c'est la magie, en fait. Le premier Londres, c'est le Londres gris. C'est donc bien dur à dire de manière répétitive. Le Londres gris n'a pas de magie à l'intérieur. Par la suite, il y a le Londres rouge et la magie est utilisée, mais il y a comme un certain équilibre entre l'utilisation de la magie et le respect de celle-ci. Dans le Londres blanc, la magie est vraiment omniprésente, mais on l'utilise un peu de la mauvaise façon. La magie a comme pris le pouvoir, a pris le contrôle de l'humanité. Et le Londres noir,
pour l'instant, il est complètement barricadé. Il s'est comme consumé parce que l'utilisation de la magie était tellement mauvaise. La magie a comme pris le dessus sur tous les humains, sur toute l'humanité, donc ça s'est comme consumé. Et pour protéger les autres Londres, il y a eu des barrières qui ont été érigées entre les différents Londres. Donc les seules personnes aujourd'hui qui peuvent se promener d'un Londres à l'autre sont des magiciens super puissants qu'on nomme des Antares. Et aujourd'hui, il n'en reste que deux. Il reste Holland et Kell. Donc nous allons suivre Kell qui lui habite dans le Londres rouge. Au tout début, tout semble aller quand même assez bien. Kell a certains petits vices. Il aime faire passer des objets d'un Londres à l'autre alors que c'est illégal. Bon, pour lui, ça semble assez sans conséquence. Il le fait pour le thrill peut-être de la chose, il sait pas vraiment pourquoi il fait ça, c'est définitivement pas pour l'argent, parce qu'il est protégé par la famille royale. En fait, il habite avec eux, même si lui ne se considère pas de la famille royale, il ne connaît pas ses origines. Donc ça va découler de ce petit vice, de ce petit besoin de faire passer les objets d'un Londres à l'autre. Il va se retrouver avec un objet entre les mains, avec des pouvoirs assez importants, et ça va comme tout faire débouler. Ça va faire en sorte que l'équilibre qui semblait être au départ va se chambouler. Bon, c'était peut-être un faux équilibre, mais au début, définitivement, on a une sensation que tout va bien, et à un moment donné, on sent que ça décroche et que tout va mal. D'un autre côté, on va rencontrer Lila, qui est une orpheline, une femme très indépendante, qui survit de ses propres moyens, qui vole pour survivre, pour avoir un certain montant d'argent à dépenser lorsqu'elle en a besoin. Elle rêve d'avoir son bateau et de vivre sur la mer. Cependant, ben, ça prend un bateau et ça prend quand même assez d'argent. Donc, pour l'instant, ce sont ses souhaits. Elle habite dans le Londres gris, donc dans celui qui n'a pas de magie. Et elle va rencontrer par un hasard fortuit Kell. Et les deux, au départ, ça va faire comme des flamèches, mais au fur et à mesure, ben, ils vont devenir comme un duo improbable, mais qui fonctionne. Donc, c'était comme un gros résumé, mais encore une fois, c'est un ouvrage entre fantastique et fantasy, là, si je pourrais dire, dans le sens que, tu sais, dans le Londres gris, c'est un peu la vie qu'on connaît, mais dans les autres Londres, avec la magie et tout, ça devient de plus en plus fantasy, là. Il y a de plus en plus d'éléments qui sortent de ce que l'on connaît, puis chaque Londres aussi a son propre langage, ses propres mœurs, sa propre politique. Donc, ça peut partir d'un monde qui nous semble connu à des mondes très éloignés de nous. Quoi qu'on commence quand même dans le monde rouge avec Kell, donc on commence pas sur un terrain connu. Donc, dans ce livre-là, on est en alternance entre Kell et Lila la majorité du temps. Il y a certains autres moments qu'on commence avec d'autres personnages, mais on relie rapidement ces personnages-là à nos deux protagonistes principaux. Ça se lit, ma foi, assez bien. Tu sais, moi, j'ai lu une traduction. Ça dit juste Lumen pour la traduction française. Mais bon, en tout cas, ça se lit vraiment bien. Les chapitres sont assez courts aussi, donc on tourne les pages, puis ça déroule assez facilement. Ma foi, agréable aussi comme écriture, comme lecture. Pas énormément de descriptions malgré l'aspect qui peut sembler complexe. J'ai l'impression qu'on le vit plus qu'on nous le décrit, chose que j'aime particulièrement. Au début, j'avais l'impression que ça allait être difficile d'embarquer dans le monde, particulièrement parce qu'on commence avec le Londres rouge, qui est un Londres qu'on ne connaît pas tout à fait, puis ça commence avec Kell qui se promène entre les différents Londres. Donc, au début, j'avais l'impression que j'allais avoir de la difficulté à tout comprendre, mais éventuellement, comme ce passage-là des différentes Londres, ben ça se calme un peu. Donc après ça, ça devient un petit peu plus facile, puis on prend le temps de découvrir le Londres rouge, on prend le temps
ben, de découvrir ce qui se passe dans le Londres gris, dans le Londres blanc, etc. L'histoire au tout début, je savais pas trop où ça allait s'en aller. Il y a mention que Kel, tu sais, connaît pas ses origines, fait que je me suis dit, oh mon Dieu, c'est-tu là qu'on va s'en aller? Puis j'étais vraiment thrill pour ça. Je sais pas pourquoi j'ai un intérêt marqué pour découvrir les origines des personnages, surtout lorsque je le sais pas, tu sais. Si je fais un mini parallèle avec Keisha, comme nous, on sait d'où est-ce qu'elle vient, qui sont ses parents rapidement, mais elle le sait pas. J'aime ça lorsqu'on part à la découverte avec le personnage et que ni nous, ni le personnage, on sait ce qui se passe. Et même, j'accepte parfois que le personnage en sache plus que nous, mais l'inverse, j'aime moins. Ce qui me fait embarquer dans l'histoire, ça a été vraiment de découvrir les personnages. Kel, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, doux, sensible, près de ses émotions, peut-être parfois même trop proche de ses émotions. J'ai vraiment beaucoup aimé le découvrir et c'est grâce à lui que j'ai embarqué dans cette histoire-là. C'est intéressant parce que suite à ma lecture, j'ai regardé la vidéo de Chantal et elle mentionnait que Victoria Schwab aime beaucoup Harry Potter et qu'elle aurait placé Kel à Poussoufle. Puis là, je comprends pourquoi j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. C'est très rare aussi qu'on a ce genre de protagoniste-là, homme en plus, tu sais, qui est vraiment pas parfait, mais comme tout allait bien au début, mais c'est vraiment pas parce que lui est au-delà de ses affaires. Puis c'est pas nécessairement un manque de confiance, c'est juste comme c'est ça que c'est ça. Donc j'ai vraiment aimé avoir un tel genre de personnage. Je me serais peut-être reconnue un peu en lui. Bon, j'ai pas ses capacités magiques, mais au-delà de ça, sa personnalité puis sa manière un peu laid back, j'ai beaucoup aimé le suivre. L'autre personnage, Lila, elle est one of the badass women que j'ai lu. J'aime tellement ça, une fille comme ça. C'est sûr que d'un côté, elle a comme rien à perdre, elle est orpheline, puis elle a pas vraiment de gens proches de elle, puis elle s'attache pas trop parce que rapidement il faut qu'elle tourne de bord puis qu'elle fasse autre chose pour survivre. Elle fait parfois des décisions difficiles pour sa propre survie, c'est le mauvais choix, mais qui est le bon choix pour elle. Donc c'est pas une femme qui s'en laisse imposer, c'est une femme qui va faire tout ce qu'elle peut pour survivre, tout ce qu'elle doit faire pour elle, ce qui peut sembler un peu égoïste, mais dans sa situation, c'est la seule manière d'y arriver. Donc détrousse les gens pour avoir son argent, pour avoir leurs objets et les revendre. Puis lorsque ça fait pas son affaire, ben elle s'en va, puis sans un regard en arrière. C'est une personne qui fait beaucoup évoluer Kel aussi. Leur personnalité pourrait sembler trop opposée, mais elle est respectueuse dans la manière d'être, dans sa façon d'être. Donc c'est juste parce qu'elle a des convictions, puis elle y croit, puis elle y croit vraiment beaucoup, donc ça fait avancer les choses, mais malgré tout, elle est capable d'avoir une certaine douceur lorsque c'est le temps, sauf que la majorité du temps, c'est comme, ben, on y va, on est capable, on va essayer avant de dire que ça marche pas. Donc j'ai beaucoup aimé son aspect comme leadership, mais j'ai beaucoup aimé ce personnage-là, définitivement. Les personnages rayonnent dans ce premier tome-là. Et puis l'histoire, elle prend beaucoup de tournants aussi, puis on ressent que il y a certaines choses qu'on a effleurées, mais à mon avis, il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être exploitées. Si je vous parle un peu de l'univers magique, j'ai vraiment beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'on en a fait? J'ai aimé aussi que les Antares ne soient pas dérivés d'une lignée biologique. Tu sais, souvent, ça arrive que le père il avait des pouvoirs magiques, fait que le fils il a des pouvoirs magiques, le petit-fils. Donc, ça se donne de père en fils ou de mère en fille, de famille en famille. Mais là, de ce qu'on en sait pour l'instant, c'est que ça se distribue au hasard. Donc, les gens qui ont des pouvoirs, ça n'a aucun lien avec leur famille, avec leurs parents, avec leurs proches. C'est comme la vie a décidé, toi, tu vas avoir des pouvoirs. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis les différences entre les 4 Londres aussi, j'ai trouvé ça bien fait, j'ai trouvé ça intelligent et les manières de se déplacer d'un Londres à l'autre qu'il faut avoir, tu sais, un objet pour y arriver. J'ai trouvé ça comme brillant, j'ai aimé le concept. Donc au final, ça a été une bonne lecture pour moi. J'ai commencé encore une fois une série en espérant ne pas trop traîner pour la terminer. J'ai hâte de voir où ça va mener. Parce que, d'un certain sens, pour moi, la fin
elle est satisfaisante et j'aurais pu terminer ça ainsi puis j'aurais été contente. Même je pensais que ça allait finir plus tôt. Il y a comme un gros aspect dramatique qui arrive à la fin puis je pensais qu'on allait me couper les deux jambes là, mais non, tu sais, on finit vraiment les intrigues du premier tome, donc ça pourrait aller dans mille et une directions dans le deuxième, puis c'est ça qui me rend assez curieuse. Et ma foi, je suis rarement en amour avec des pages couverture, mais celle-là, watatao! Puis je fais juste penser à Kim de la chaîne 4e de couverture qui aime pas les personnages sur les couvertures, puis moi je trippe, je la trouve vraiment super belle. C'est ça qui fait le tour pour les suggestions de Chantal de la chaîne La Bibliothèque Jaune. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous encourage fortement à aller la voir, puis aller lui souhaiter un joyeux anniversaire. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.